Bien, bonjour, nous sommes sur le plateau d'Informatique News qui reçoit chaque semaine un responsable d'un acteur informatique ou télécom présent en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Dubois, qui est président pour l'Europe du Sud de la société Pivotal et en même temps directeur général de Pivotal France. Stéphane Dubois, bonjour. Bonjour Guy. Alors, on commence toujours par une question d'actualité. Donc, c'est une actualité qui est récente, qui peut être un événement particulier, une tendance qui a retenu votre attention ces derniers temps. J'ai retenu une enquête que j'ai pu lire hier, une enquête réalisée par OpinionWay pour le compte d'Amaguise, qui interrogeait des consommateurs sur leur perception de l'innovation par les entreprises à leur destination. Et j'ai été très surpris par cette enquête, puisqu'elle révèle que seulement 17% des personnes interrogées se disent réellement intéressés par les innovations apportées par les entreprises à leur égard. Et par-dessus, on constate que 30% des personnes interrogées se disent réfractaires. Alors, pas forcément au changement, mais elles perçoivent les innovations proposées par les entreprises, par exemple un nouveau portail, une nouvelle application, comme étant une nouvelle contrainte. Alors, j'ai trouvé cette enquête très intéressante parce que elle révèle plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense qu'on a une remise en question à faire, nous les professionnels, parce que l'innovation, telle qu'on la véhicule, probablement peut passer comme de la tarte à la crème. On entend beaucoup parler d'IoT, d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, de chatbot, et des mots, des termes un peu plus génériques, comme la transformation digitale, transformation numérique, big data. Et finalement, tous ces messages sont véhiculés de manière très générique, n'ont aucun sens pour la plupart des consommateurs. Et on peut même dire, par exemple, que transformation digitale, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je pense qu'il y a une forme d'abus qui dénote d'une certaine course à l'innovation à tout prix. Vous ne pensez pas que c'est un peu la faute des marketeurs, comme on dit, qui finalement survendent un peu des choses qui existent déjà ou qui ne sont pas encore tout à fait présentes parmi nous ? Probablement. En tout cas, ils ont une bonne part de responsabilité. Le fait de se singer les uns les autres, parfois aussi. Ça dénote aussi d'une volonté d'innover, ce qui est très positif de la part des entreprises. Mais l'innovation à tout prix, l'innovation déraisonnée, le fait de lancer à tout prix des nouvelles offres, des nouveaux portails, peut-être devrait-on songer à avoir une approche plus raisonnée. Effectivement, enfin, en tant que consommateur, là, je peux vous dire qu'effectivement, quand je vois par exemple comme vous dites, un nouveau portail qui est présenté comme finalement une grande progression, j'ai l'impression d'un retour en arrière, donc je tombe exactement là-dedans. Et puis votre remarque me fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'éloigne un peu du sujet, mais au sketch des Inconnus où il parle des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Ouais. Et puis finalement, vous vous en souvenez, mais c'est... Donc on a du mal à faire la différence entre les deux, entre ce qui est vraiment, ce qui apporte vraiment quelque chose, et puis ce qui en fait est juste fait pour changer, quoi. Enfin, Le changement à tout prix n'est pas forcément nécessaire. Ça dénote aussi pour moi d'une réelle difficulté de la part des entreprises sur le sujet de la gouvernance. La décision d'innover est une décision très courageuse. La dynamique de transformation demande beaucoup de courage. On voit des entreprises qui ont fait des sacrifices assez importants, qui ont pris des décisions cruciales. Je pense à Accor, par exemple, qui s'est libéré d'un certain nombre d'actifs, de beaucoup d'actifs, pour se recentrer sur sa stratégie client, l'expérience client, le digital, le numérique. Mais il faut dire qu'ils étaient un peu attaqués de toutes parts, sur tous les segments de la chaîne de valeur. Donc c'était ça ou... Pour certains, c'est une question de survie. C'est ça. Donc c'est un choix courageux qui relève de la survie dans certains cas, mais qui nécessite obligatoirement un changement en termes de gouvernance de l'entreprise. Je m'explique. Lancer une nouvelle application qui relève de l'innovation, sans qu'elle arrive en production de manière certaine et sans qu'elle ait un sens pour l'utilisateur final, que cet utilisateur soit un collaborateur de l'entreprise, soit un client de l'entreprise, ça n'a pas forcément de sens. Donc on doit forcément mettre l'utilisateur final au centre de l'innovation, veiller à ce que cette innovation soit faite pour lui, et que dans le processus de l'entreprise, jusqu'au legacy, donc on va dire l'informatique de l'entreprise qui est son histoire et dont elle ne peut pas se dédouaner si facilement, que tous les processus de la gouvernance et les processus de l'entreprise accompagnent le processus d'innovation.
Alors, on va parler de Pivotal, évidemment, puisque vous êtes là pour ça. Alors, j'aurais tendance, mais maintenant, après ce que vous avez dit, j'évite un peu à vous présenter comme finalement un agent d'innovation. Donc, on va pas refaire l'historique de Pivotal, vous avez des startups, c'est simple, la startup se lance, elle se développe, et puis on a une lignée assez simple de l'historique. Pour vous, c'est un peu plus compliqué. VMware était impliqué au départ avec le lancement d'un PaaS, donc je ne sais pas si on appelait ça un PaaS à l'époque, Cloud Foundry. Après, il y avait d'un autre côté, il y avait Spring Source qui avait lancé lui aussi quelque chose d'un peu similaire, Spring. Il y a eu VMware a racheté ça. VMware ensuite racheté, donc a mis ça ensemble et donc a lancé la totalité de cette offre. Ensuite, il y a eu l'implication de EMC, VMware et puis General Electric qui sont intervenus là-dedans. Il y a eu la création de la fondation open source Cloud Foundry Foundation. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça, mais aujourd'hui vous êtes organisé en 3 grandes activités qui sont relativement simples. C'est Pivotal Labs, donc ça c'est une activité de service. Il y a l'activité Pivotal Foundry, donc autour du cœur de votre activité qui est le Cloud Foundry. Donc en gros, c'est tous les outils qui permettent de développer des applications natives sur le cloud, multi-cloud. Et puis il y a toute l'activité Big Data. Donc c'est ces trois entités-là qui représentent aujourd'hui le principal de Pivotal. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça dans le détail? Bien sûr. Pivotal, alors, je reprends vos propos, nous sommes un agent de transformation, un accélérateur de transformation des entreprises dans le cadre de l'innovation. Encore une fois, d'une manière maîtrisée. La genèse de Pivotal, c'est ce que les Saxons appellent une spin-out. On a récupéré des actifs de nos maisons mères principales, que sont Dell EMC, chez laquelle on a récupéré des assets data, et VMware, à travers Spring et Cloud Foundry. Donc Data, ça venait de Greenplum, c'est ça? Greenplum et Gemfire. Greenplum dans le domaine Big Data, et Gemfire plutôt dans le domaine Fast Data, qu'on retrouve beaucoup dans le domaine bancaire, notamment pour les opérations de fast trading. Sachant qu'on retrouve toujours la notion de vitesse chez Pivotal. C'est vraiment le point central de notre stratégie. L'open source, donc là, c'est plutôt les actifs VMware au départ. Quand je dis qu'on est un accélérateur dans le domaine de la transformation, ça reprend quelque part la question d'actu. On s'appuie non seulement sur une partie gouvernance, à travers une méthodologie agile de développement, qui est un héritage de la 3e partie, de la 3e acquisition, qui est Pivotal Lab. Pivotal Lab a été fondé par notre président, notre CEO, Rob Mee, il y a maintenant 25 ans. Ça veut dire que chez Pivotal, même si l'entreprise a simplement 5 ans, on fait de l'agile depuis 25 ans. Et qui ne s'appelait pas de l'agile à l'époque. Hein. Et qui ne s'appelait pas de l'agile. Donc je pense que le vocable agile est devenu un peu plus tard sous un phénomène de mode. Donc quand on associe les méthodologies dites agiles aujourd'hui, pour nous c'est de l'extreme programming, donc une méthode bien particulière, avec des technologies data, puisque la data est au centre de tout. Tout part de la data, tout est data-driven aujourd'hui. Et sur un socle technologique, une plateforme open source, qui est un socle qui permet d'accélérer notamment les déploiements, les mises en production et de faciliter la vie des développeurs, on se retrouve avec un environnement relativement complet qui permet aux entreprises, en adoptant les technologies et les méthodes pivotales, de se doter d'un socle et d'une gouvernance moderne et pertinente, où on met l'utilisateur final au centre des préoccupations. Ça, c'est très important. Pivotal Lab, la méthodologie agile, selon nous, c'est de l'extreme programming revisité, c'est-à-dire la constitution d'équipes restreintes, de petites équipes qui vont se concentrer sur 1 ou 2 sujets qui sont en général une application. Alors cette application peut être une application nouvelle, ce qu'on appelle un greenfield, une nouvelle idée qui vient du business, qui est développée. Dans cette équipe, on retrouve tous les membres constitutifs d'une petite entreprise idéale, à savoir un chef de produit, un designer, 2 à 3 développeurs, et qui vont vers la mise en production. L'utilisateur au centre.
on a un cycle perpétuel, donc c'est ce qu'on appelle du CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development. L'utilisateur est interrogé tout au long du processus, ce qui permet de développer uniquement des fonctionnalités qui sont demandées par l'utilisateur, et non pas des fonctionnalités qui seraient imaginées par des gens de l'entreprise qui n'ont pas toujours le sens de la réalité sur le terrain. Quand ces applications sont déployées, elles sont déployées sur le socle Cloud Foundry. Donc, Cloud Foundry est la fondation open source créée par VMware, récupérée par Pivotal, mise dans le domaine public. On est aujourd'hui, on parle de commit, donc de contribution. On est aujourd'hui le principal. Ça, c'est le langage habituel de l'open source. Mais... Exactement. On reste le premier contributeur dans la fondation Cloud Foundry. De plus en plus de membres. Et on trouve chez Pivotal Cloud Foundry, qui est une version premium, qui est en fait un socle open source. Ça, c'est le modèle habituel de l'open source. Exactement. La philosophie de Pivotal Cloud Foundry réside autour de 5 axes, qui sont très simples. Le premier, c'est la vitesse. Alors pourquoi la vitesse? D'une part parce que aujourd'hui les business dans les entreprises demandent des réalisations rapides. Le time to market est tel que les équipes de développement doivent délivrer le plus vite possible et de manière la plus pertinente possible. Dans Pivotal Cloud Foundry, ce que vous trouvez, c'est une fonction qui s'appelle CF Push, qui est un outil magique pour un développeur. C'est-à-dire que le chef de produit définit une idée, définit une fonctionnalité avec un utilisateur. Le développeur va coder et on va veiller à ce que son code parte simplement en déploiement et normalement en production en appuyant sur un bouton qui s'appelle CF Push, qui est une fonction très simple et il n'a plus à se préoccuper de ce qui se passe ensuite. Ça, c'est extraordinaire parce que ça permet à un développeur d'avoir la certitude que non seulement son code va partir en déploiement, mais que surtout tout son code va être utilisé. Trop souvent, on voit des développeurs un peu déprimés parce qu'ils codent 90% de leur code part à la poubelle ou ne sera jamais déployé. Là, c'est la certitude que ce qui a été codé sera déployé. Donc ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Deux axes qui sont essentiels, mais qui sont finalement, je dirais, logiques. Toutes les entreprises sont en droit d'attendre d'une plateforme comme Pivotal Cloud Foundry qu'elle réponde à ces deux enjeux, à savoir la stabilité et la scalabilité. Donc la capacité à foisonner à l'infini par petits projets et qui se réunissent les uns les autres. Une approche de sécurité, ce qui est aujourd'hui quand même au cœur de tous les débats. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps. On a évidemment une expertise dans le domaine qui est particulière. On a une approche qui est à la fois originale et à la fois extrêmement fiable, qui a été développée en collaboration avec la Fondation, mais aussi beaucoup avec nos clients, qui pour certains sont membres de cette fondation. Je pense notamment à Orange en France. Et enfin, le dernier axe qui est l'économie. Si vous avez des équipes de développement qui sont plus performantes parce que simplement du code déployé va passer en production, donc il va être utile tout de suite, ça génère des économies. On pense aussi au talent. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de grandes entreprises, ont énormément de difficultés à attirer les talents, et notamment les développeurs. Les attirer, à la limite, ils y arrivent, mais les retenir, c'est très difficile. Comment retenir un bon développeur, qui aurait le sentiment que son code n'est pas utile? C'est très difficile. Là, avec cette fonction CF Push, il a le sentiment d'être utile. On génère aussi des économies parce qu'on a une approche DevOps, ce qui consiste à réunifier les développements et les opérations, donc le monde de la production et des infrastructures. Si vous avez un socle solide, ça vous permet, notamment dans le domaine de la containerisation, on a une offre qui s'appelle Pivotal Container Services, d'associer la containerisation et l'orchestration, l'automatisation. On évite le plus possible aux équipes de production de jouer au Tetris à longueur de journée, de récupérer des briques, de les faire tourner et finalement de réussir à bâtir un mur qui représente les applications ou les lignes de code déployées. Les opérations gagnent énormément de temps, les équipes sont réduites. Des petites équipes de production peuvent administrer des centaines d'applications. Donc les deux associés apportent un socle technologique et une gouvernance. Donc je dirais que l'idée qui ressort de tout ça, c'est offrir ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin depuis quelque temps maintenant, un pass pour développer des applications natives en multi-cloud. C'est ça l'objectif. Exactement. Tout est dans le cloud, de plus en plus. Donc ce
qu'on propose chez Pivotal, c'est d'avoir un raisonnement cloud native. Et dans le domaine de l'IT, de faire basculer des organisations classiques en cloud native. Si on voit à peu près comment vous vous situez dans la galaxie Dell, vous êtes finalement à la fois dedans et à côté. Donc la question c'est quel est votre degré d'indépendance vis-à-vis de Dell? C'est un peu comme VMware vis-à-vis de Dell, qui doit aussi dialoguer, enfin commercer avec tout un tas d'autres acteurs qui sont des concurrents de Dell, donc c'est pour ça qu'elle est un peu indépendante. Mais aussi, d'une autre manière, quelle est la synergie finalement que vous avez d'être dans cette galaxie Dell? Alors, en dehors du fait qu'on a récupéré les actifs, à la fois de VMware et ça, de Dell EMC, effectivement, mais une fois que vous les avez récupérés? Alors, une fois qu'on les a récupérés, ça a permis, je dirais, de créer une logique entre ces différents actifs, de créer des liens. On a investi énormément, d'ailleurs, sur la suite. À donner, on n'a pas fait que récupérer ces actifs, on a énormément investi. Je dirais la logique open source demande aussi une mobilisation permanente de nos équipes. Aujourd'hui, les synergies avec Dell EMC et avec VMware sont assez importantes, parce que finalement, on est vu comme étant l'acteur software de la galaxie Dell EMC et VMware, bien aidé par certains de nos clients qui sont aussi des investisseurs, comme General Electric, comme Microsoft, nos partenaires, Google notamment. Évidemment, on crée des synergies, à savoir que les clients historiques de Dell, d'EMC, donc de Dell EMC et de VMware... C'est transitif, ça devient... Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet viral? Je ne suis pas certain. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, parce qu'on a affaire à deux grosses machines, et nous, Pivotal, comme étant le petit dernier, l'enfant, on est l'enfant chéri, Michael Dell part beaucoup de nous, on a la chance d'avoir à la fois cette indépendance et de pouvoir bénéficier de l'effet de levier que nos maisons mères apportent. Ça nous a permis d'avoir une introduction en bourse en avril dernier, en succès, ce qui était recherché depuis assez longue date en fait. Très bien. Alors, finalement, en France, le profil de vos clients, c'est quoi? C'est plutôt les grandes entreprises? Est-ce que c'est des secteurs particuliers? Ou est-ce que c'est finalement un peu toutes les entreprises qui sont intéressées par cette transformation numérique? Le terme est un peu bateau maintenant, mais... Toutes les entreprises, oui, se penchent sur le sujet. Lesquelles sont réellement actives? Tous les marchés verticaux. Probablement plus d'insistance pour le moment dans le domaine bancaire, dans le domaine assurance, et je dirais dans le domaine telco aussi. Pour vous donner quelques noms de nos principaux clients en France, alors, parmi les principaux logos, on va retrouver Renault, on va retrouver Air France, on va retrouver Thales, on va retrouver Orange. Donc c'est pas la PME du coin, quoi. C'est pas la PME du coin. Mais est-ce que justement ça veut dire que vos outils, votre démarche n'est pas adaptée aux PME qui sont, elles, très intéressées par le cloud malgré tout? Je dirais que nos outils et nos méthodologies sont probablement plus à propos auprès d'entreprises qui sont assez lourdes au départ. Qui sont outillées pour ça. Et qui sont outillées pour ça. Qui ont... La première chose, c'est qu'il faut qu'elles aient une réelle volonté d'avancer et d'aller vers le cloud native. Donc ça, c'est une décision, encore une fois, une décision courageuse du côté IT, qui est la même que la décision dont je parlais tout à l'heure sur le plan business. C'est la même, et là on retrouve cette approche DevOps, d'une certaine manière. Donc le point 1, c'est une vraie volonté, une vraie conviction. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients, je pense à des CIO, me disent souvent, c'est une question de conviction. La deuxième chose sont les ressources. C'est très important. La troisième chose, c'est une vraie prise de conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'innover, donc de faire des choses nouvelles, mais aussi de tenir compte de l'existant. Donc, si vous dites que le legacy et l'informatique actuelle, quelle que soit la date, qu'on parle de mainframe, qu'on parle de client-serveur, c'est l'histoire de l'entreprise. Et on ne peut pas se dédouaner de cette histoire si facilement, et il ne faut pas le faire d'ailleurs. Toujours est-il qu'il faut être capable de la moderniser. Et avec des outils comme Pivotal Cloud Foundry et comme notre socle data, on a une capacité non seulement de créer du nouveau, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais aussi de moderniser. Donc ça veut dire que, quand vous dites moderniser, c'est en gros encapsuler ce qui existe avec une espèce de couche qui permet de l'adapter à l'existant actuel, ou est-ce que c'est malgré tout le transformer, le réécrire complètement? Alors le réécrire complètement, c'est pas souhaitable parce que ça coûte très cher. Oui. Le réutiliser, le reprendre le plus possible selon les technologies en place, c'est probablement plus à propos.
On parle, nous, d'une approche qui est similaire à Pivotal Lab. Ce que Pivotal fait sur des nouvelles applications, on le fait aussi sur de l'existence, qu'on appelle de l'App Transformation, ou AppTX, qui a énormément de succès aujourd'hui. Et on emmène, en fait, les équipes informatiques de nos clients vers une dynamique de modernisation par soit ce qu'on appelle du replatforming. Oui. Donc là, on passe par la plateforme, et c'est la plateforme qui va moderniser, qui va réécrire les bouts de code. On va réécrire des bouts de code. Soit par du refactoring. Ce qui est deux approches techniquement différentes, mais qui amènent au même résultat, à savoir la capacité à, ni plus ni moins, apaiser par rapport aux nouvelles initiatives, à créer une réconciliation entre l'existant et le futur. Alors, vous avez une petite question d'actualité. D'ailleurs, vous avez annoncé récemment un produit, qui va devenir un produit qui s'appelle PFS, Pivotal Function Services, qui est basé sur une solution qui s'appelle Knative de Google, dans le domaine de ce qu'on appelle le serverless. Est-ce que vous venez nous lire 2 mots de cette annonce en devenir, parce que ce n'est pas encore un produit? C'est un produit qui est en version alpha. Oui, c'est pas un produit. Voilà. Il est en version alpha, on l'annonce depuis, on le pressent depuis un certain temps, on l'annonce d'ailleurs sur nos slides. Si vous voulez, Pivotal Cloud Foundry est déduit en 3 volumes différents. Vous avez la partie PAS, Application Services, qui est plutôt, on va dire, philosophiquement à destination des développeurs, de la vitesse que j'évoquais tout à l'heure. PKS, qui est la containerisation, oui. Donc une offre commune avec VMware, qui là va plutôt être à destination, je dirais, de l'exploitation et de la production, mais finalement avec une réconciliation, on essaie d'établir vraiment un lien, et la partie PFS a été imaginée en collaboration sur Knative avec Google, pour aborder sur justement cette partie serverless qui permet de se dédouaner d'une partie de l'infrastructure. D'accord. Donc aujourd'hui en mode alpha. Vous connaissez le monde de l'open source. Oui. On va le faire évoluer de cette manière-là jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Très bien. Alors, une dernière question qui est liée un peu à... Vous avez parlé presque de philosophie de développement, d'approche des nouvelles applications et d'innovation. Pivotal a un modèle assez particulier qui fait que finalement... Par exemple, si on prend le cas de Pivotal France, il y a, en gros, on importe les méthodes, les développements des États-Unis, on le réplique en France, et puis après, la filiale française pourra, je dirais, se développer par elle-même. C'est un modèle qui est un petit peu particulier, qui a des conséquences que vous pouvez peut-être nous détailler. Oui, en fait, on parle beaucoup des opinions qu'on peut avoir. Alors, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. L'opinion, ça veut dire une conviction forte. Rob Mee, notre CEO, en créant Pivotal Lab, c'est son bébé, a créé une nouvelle méthodologie de développement. Donc, il y a 25 ans, on ne parlait pas d'agile, et pourtant, on en faisait déjà, et notamment dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, quand on déploie des bureaux, des Pivotal Lab à l'étranger, notamment sur le bureau de Paris, la constitution de ce bureau se fait de 2 façons. D'une part, on va avoir un recrutement local, très précis, mais on va aussi demander à des people expérimentés, ce qu'on appelle des pivots expérimentés de Pivotal, de venir s'installer chez nous pendant 12, 18, 24 mois dans certains cas, pour véhiculer les valeurs, la méthodologie, et les valeurs sont très importantes, la culture. On fait du pairing chez Pivotal avec nos clients. C'est-à-dire que nos clients qui lancent un projet Pivotal Lab sur 8, 10, 12 semaines, viennent chez nous, simplement pour être immergés et s'écarter un petit peu de leur quotidien, ne pas être perturbés par les appels, les emails. On fait la même chose chez nous. C'est-à-dire que les pairings, si vous voulez, 2 plus 2 égale 6. On va veiller à ce que les pairs aient les yeux sur les mêmes écrans, donc 2 écrans, 2 claviers, mais une seule unité centrale. Nos collaborateurs américains, et ils sont un certain nombre à Paris, viennent passer quelques mois, apprennent, nous montrent localement comment faire, ensuite chargent aux équipes locales, bien françaises, d'adapter ces méthodes et surtout la culture aux pratiques françaises. Parce que l'innovation à la française ne ressemble pas forcément à l'innovation à l'américaine. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à dégager la valeur. Et on apprend aussi beaucoup de nos clients. Bah écoutez, je crois que c'est intéressant parce que c'est une démarche qui est quand même assez particulière dans le monde de l'édition logicielle. Ouais. On ne rencontre pas ça très souvent. En tout cas, Stéphane Dubois, merci beaucoup pour nous l'avoir expliqué aujourd'hui. Merci beaucoup.